C'est la première fois que je suis en Algérie. Tout le monde m'a dit tu vas être bien reçu en Algérie, mais ils ne savaient pas à quel point ils avaient raison. Je crois que la chaleur et la façon de recevoir ici est vraiment quelque chose où on peut beaucoup apprendre de vous. Mais aussi, on peut aussi apprendre, et ça c'est avec plaisir, on peut aussi beaucoup apprendre sur la façon dont vous traitez le diabète. Et je dois dire, théoriquement, de traiter un diabétique, c'est vraiment quelque chose qui est facile. On a des armes, et on va en parler encore de quelques autres armes qu'on a. Le problème, c'est vraiment de chercher le malade, de le trouver et puis de l'accompagner de façon positive. Et les premières présentations qui ont été faites ici m'ont beaucoup appris et montré aussi la sensibilité que vous avez. Et je dois dire qu'elle est beaucoup plus grande, malheureusement, que celle qu'on a en Suisse. On a tous les privilèges, mais je crois qu'au point de vue sensibilité, et c'est peut-être aussi justement votre qualité humaine qui est en même temps votre hospitalité. Ça montre aussi votre hospitalité peut-être par rapport aux malades, de savoir le chercher, de savoir le comprendre, de savoir l'accompagner. C'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus important que ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, qui sont, comme vous l'avez dit, justement les armes qu'on a contre le diabète. Alors on a des nouvelles armes, et ces nouvelles armes nous permettent aussi de comprendre la maladie de façon un petit peu différente. Et ça va être le but un petit peu de ma présentation. Si j'ai bien compris, j'ai deux présentations. Dans la première, je vais parler des nouvelles armes, mais qui sont sur le marché. Et puis quelques études importantes, justement dans le domaine cardiovasculaire, qui ont été présentées. Et à travers ça, une nouvelle compréhension de la pathophysiologie de la maladie qui a des conséquences vraiment pratiques aussi. Donc si ça vous paraît un petit peu théorique au début, vous verrez que ça a des conséquences, je crois, importantes dans la façon dont on a approché le malade aujourd'hui. Alors sans plus de théorie, on a maintenant comme premier groupe important qui est sur le marché les incrétines. D'un côté, les inhibiteurs du DPP4, je ne suis pas sûr s'ils sont déjà en Algérie. En tout cas, aux États-Unis, c'est les premières prescriptions, en Europe aussi. Et ils remplacent de plus en plus les sulfonylurées, les sulfonylamides, et peut-être que je vais dire un mot pourquoi. Et la deuxième catégorie dans les incrétines, c'est des analogues du GLP-1. Donc, ces hormones ou cette hormone de la satiété, c'est ça le grand secret de cette GLP-1, c'est qu'elle rende la satiété au malade, qui lui permet de perdre le poids et qui est naturellement le problème de base du diabète de type 2, donc cette prise pondérale. Et donc le DPP4 qui inhibe en plus des effets qu'elles ont sur la cellule bêta que vous connaissez certainement bien. Donc, quels sont les avantages de ces inhibiteurs du DPP4? Premièrement, c'est qu'elles ne font pas d'hypoglycémie. Et ça, c'est un point de vue qualité de vie. On a parlé beaucoup avant de ce que ça veut dire de devenir diabétique. Et c'est parce qu'on a maintenant des médicaments qui ne font plus d'hypoglycémie qu'on change énormément sur la qualité de vie. Et s'il y a une chose que les diabétiques ont toujours peur, c'est ces hypoglycémies. C'est aussi un problème naturellement pour tous ceux qui ont des activités qui sont dangereuses si on est dans une hypoglycémie, à commencer par les gens qui doivent conduire des voitures. Le fait de savoir qu'on a un médicament, vous ne devez pas avoir peur d'avoir une hypoglycémie. Et ça veut aussi dire, et c'est ça la deuxième conséquence, c'est que le malade ne prend plus de poids. Parce que quelle est la meilleure façon de combattre une hypoglycémie si vous avez déjà mangé un sulfonylamide le matin? C'est de manger pour ne pas tomber en hypoglycémie. Et vous êtes pratiquement obligé, surtout si vous prenez des sulfonylamides qui sont de longue durée, vous êtes obligé de manger. Et si vous ne mangez pas, vous tombez en hypoglycémie, à moins que vous ayez un diabète très mal contrôlé. Et j'ai un ami qui travaille dans l'éducation thérapeutique et il dit toujours, il y a une chose qui est pas faire, qui n'est pas correcte de dire à son malade, c'est de lui donner un sulfonylamide et lui dire en même temps qu'il faut que vous perdiez du poids. C'est une mission impossible. Et c'est faisable avec ces nouveaux médicaments parce qu'il n'y a pas ce danger d'hypoglycémie et parce qu'ils ne stimulent pas de façon non physiologique l'insuline.
Et ils ont aussi une énorme sécurité, ces médicaments. Il y a énormément maintenant de domaines cliniques. Très concrètement, les noms, je ne sais pas s'il y en a où ils en sont exactement en Algérie, mais je suis sûr que vous les connaissez, donc je ne vais pas dire les noms. Et après, il y a les analogues au GLP-1, et je dois dire, dans mon opinion, elle a une certaine subjectivité certainement, mais c'est pour moi les meilleurs médicaments qu'on a maintenant pour le diabète de type 2. Ce n'est pas les meilleurs marchés, mais ils sont vraiment très efficaces. Et donc les analogues du GLP-1 qui font justement cette satiété aux malades, qui ne font pas d'hypoglycémie et qui comme ça permettent aux malades qui ont toujours de la peine à contrôler leur poids. Et j'ai beaucoup de malades à qui je donne, je crois que le Victoza est ici sur le marché, et qui me disent, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas tout le temps faim et j'arrive enfin à suivre vraiment un régime. Et parce que s'il y a quelque chose qui nous pousse tout le temps dans la vie, c'est la faim, et c'est quelque chose qui est complètement fondamental dans l'être humain. Et on a un set point qui est souvent pas adéquat pour l'accès à la nourriture qu'on a de nos jours, Dieu se loue, mais ce n'est quand même pas pour ça qu'on a été évolutionnairement fait pour avoir tellement de nourriture autour de nous. Et le fait d'avoir un autre set point, un autre degré de satiété, c'est ce que permet le Victoza, en plus des effets que vous connaissez sur le glucagon et sur la sécrétion et l'étude de l'insuline. Et ce qui entre de plus en plus sur le marché aussi, c'est ces long-acting, ces médicaments des analogues au GLP-1 qui permettent de donner même une fois par semaine, et tous les problèmes d'adhérence au traitement qu'on a sont naturellement énormément améliorés si on peut donner un médicament qu'une fois par semaine. Et finalement, comme deuxième nouvelle catégorie de médicaments qu'on a, on a des inhibiteurs au SGLT2. Donc, c'est des inhibiteurs qui font de façon artificielle une glucosurie, donc qui font que le glucose aille dans l'urine. Alors, tout ce qu'on prend en glucose en trop, elle sort par l'urine. Ça a une certaine absurdité. D'un côté, on mange trop, et de l'autre côté, après, on le sort dans l'urine. Je dis toujours que bientôt, il y aura les poissons qui vont avoir le diabète, parce qu'on sort tout le temps maintenant le glucose avec les SGLT2 inhibiteurs. Mais ces médicaments ont aussi une grande efficacité. Ils baissent le HbA1c parce qu'ils ne touchent pas directement à l'insuline. Ils ne font pas non plus d'hypoglycémie. Au point de vue pondéral, ils sont aussi de nouveau efficaces parce qu'on perd un certain nombre de calories. On perd environ 100 grammes de glucose par jour, 80 à 100 grammes de glucose par jour dans l'urine. Donc ça a aussi une grande attractivité. Maintenant, il y a quand même un petit peu certains caveats avec ces médicaments. Ils font des infections, pas des infections urinaires comme on le pensait au début, probablement parce que simplement l'écoulement de l'urine est beaucoup plus rapide, donc il n'y a pas d'infection, mais des infections génitales qui sont d'ailleurs assez facilement traitées. La bonne nouvelle pour des pays comme l'Algérie, que les infections génitales ne se font que chez les gens qui n'ont pas de circoncision, donc ce n'est pas pour les hommes ici un problème. Chez les femmes, c'est quelque chose qu'on observe, mais qui est très facilement traitable. Le deuxième problème, celui-là, il est un peu plus important, c'est les acidoses, kétoacidoses. Je ne sais pas tout à fait comment on dit en français. Ça, c'est quelque chose on voit toujours de nouveau. Ils sont introduits dans la plupart des pays d'Europe de façon intéressante, pas en France, pour des raisons que je n'ai pas tout à fait compris encore, mais sinon dans l'Europe et aux États-Unis, ils sont très utilisés. Mais on voit de temps en temps des kétoacidoses, et ce qui est important pour les cliniciens qui travaillent aussi aux urgences, c'est que c'est des kétoacidoses qui sont souvent pas diagnostiquées, parce que comme le glucose ne peut pas s'élever parce qu'il est éliminé de façon rénale, alors vous avez des kétoacidoses à des glycémies de 200 mg par décilitre, donc pas très important. Donc il faut vraiment y penser, et il faut penser à la présentation clinique de la kétoacidose qui est une douleur abdominale. Donc si vous avez un malade, comme je dis, je ne suis pas sûr que c'est introduit déjà en Algérie, mais ce le sera sûrement bientôt. Et si vous avez un malade
malade ou un touriste, par exemple, qui arrive aux urgences, qui a une douleur abdominale, qui a un diabète et qui n'est peut-être pas très forcément déréglé de façon sa glycémie, alors regardez ces médicaments et s'il a un inhibiteur au SGLT2, pensez qu'il peut avoir une kétoacidose. Et pourquoi ça arrive, juste que je dise pourquoi ça arrive, les kétoacidoses, parce que on ne traite pas en fait vraiment la maladie, on corrige le glucose, mais on ne change rien à la production à l'insuline ou à la sensibilité à l'insuline. Donc, si un malade il a un besoin absolu d'insuline, eh bien, vous masquez son besoin absolu d'insuline avec les inhibiteurs du SGLT2. Et les 3 médicaments qui sont sur le marché sont ces 3-là, donc la canagliflozine, la dapagliflozine et l'empagliflozine. Alors maintenant, pourquoi ces médicaments sont intéressants? Il y a eu 2 grandes études, maintenant entre-temps encore d'autres, mais ça c'est les 2 premières qui ont vraiment un petit peu électrifié toute la diabétologie et qui ont vraiment fait changer notre façon d'approcher les malades. Jusqu'à maintenant, et les cardiologues parmi vous et les cardiologues mondiaux rigolaient un tout petit peu des endocrinologues parce qu'on améliorait la glycémie, mais on ne changeait pas vraiment quelque chose à la survie du malade et surtout à la survie des maladies cardiovasculaires. Et ces 2 études-là, que je suis sûr que vous connaissez bien, c'est pour ça que je vais les toucher seulement rapidement, elles ont montré pour la première fois qu'on peut prolonger la vie des malades et éviter les maladies cardiovasculaires. Et je vais les prendre ensemble, malgré qu'il ne faudrait jamais prendre des études ensemble, mais comme elles sont très 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 proches au point du design et outcome, je vais les mettre ensemble. C'était des études, d'un côté l'étude EMPA-REG avec l'empagliflozine, donc cet inhibiteur du SGLT2 donc qui fait une glucosurie, et de l'autre côté le leader trial avec la Victoza, avec la liraglutide, et c'est important à comprendre comment était le design, comment ces études ont été faites pour bien les interpréter. C'était des malades à haut risque d'avoir des complications cardiovasculaires. Donc, c'est des malades qui avaient déjà une fois eu une maladie cardiovasculaire ou qui étaient à très haut risque. Et donc, c'est valide ce qu'on voit ici pour cette population, pas forcément pour tous les diabétiques, pas forcément pour les diabétiques plus jeunes, mais pour des malades qui sont à haut risque cardiovasculaire. La deuxième chose importante de réaliser, c'est que les médecins traitants ont adapté pendant l'étude les autres médicaments antidiabétiques. Donc c'était pas des études primaires antidiabétiques, c'est des études primaires où on voulait vraiment regarder au début la sécurité au point de vue cardiovasculaire. Et la surprise a été que non seulement la sécurité a été démontrée, mais en plus, il y a eu un effet protectif. Et dans les 2 études, le primary endpoint, le premier point à évaluer, a montré qu'il y avait moins de maladies cardiovasculaires, moins d'infarctus et moins d'ischémie cérébrale. Je m'excuse un tout petit peu de mon français et je suis très ouvert à la critique. La seule critique que j'aimerais pas entendre, c'est que vous me dites que pour un Suisse allemand, je parle bien le français. Je vis en Suisse alémanique, donc c'est pour ça que je communique toute la journée en allemand et je suis pas habitué à parler en français. C'est pour ça un petit peu mes mots hésitants quand je décris ce que je dis. Et non seulement donc, il y avait moins de maladies cardiovasculaires, mais il y a aussi une baisse de la mortalité, et cette baisse de la mortalité est significative, et on l'a observé avec les 2 médicaments. Et ce qui était aussi intéressant, c'est qu'on a eu de façon significative avec l'empagliflozine moins d'insuffisance cardiaque.
Et je crois que nous, les diabétologistes, on n'était pas sensibles à l'insuffisance cardiaque jusqu'à la maladie MPAREG. Ce n'était pas quelque part dans notre radar et ce n'est pas quelque chose qu'on cherchait chez nos malades. Et vous avez eu hier une présentation, malheureusement, que je n'ai pas pu suivre sur l'insuffisance cardiaque chez le diabète. Et ça montre que vous êtes vraiment sensible déjà à cela. Et je dois dire que c'est quelque chose que le monde diabétologique n'était pas sensible, qu'une grande partie des malades diabétiques ont une insuffisance cardiaque et qui est souvent négligée. Et quand le malade dit je suis fatigué, je n'arrive pas à faire le sport que vous me demandez de faire, c'est pas seulement la mauvaise volonté, c'est pas seulement la motivation, mais c'est souvent aussi qu'il a une insuffisance cardiaque qui n'est pas réalisée. Et c'est vraiment une chose maintenant que nous on fait de façon systématique, on screen pour l'insuffisance cardiaque et on réfère au cardiologue les malades de diabétiques de façon très régulière maintenant parce qu'ils ont des insuffisances cardiaques qu'on ne réalise souvent pas et qui changent non seulement leur qualité de vie mais aussi leur survie. Et un des traitements justement qu'on peut maintenant faire de façon directe pour ces insuffisances cardiaques chez les diabétiques, c'est l'empagliflozine. Si l'analogue GLP-1, le Victoza le fait aussi, c'est pas tout à fait clair dans cette étude, les différences n'étaient pas significatives, mais les courbes sont quand même allées dans les deux sens. Et juste pour vous donner une sensibilité, que ce n'est pas simplement un jeu qu'on dit là, mais qu'on parle vraiment de façon significative d'un changement dans la durée de vie qu'on peut faire chez ces malades. Si on compare l'introduction des statines, il faut traiter pendant 5,4 ans 30 personnes pour sauver une vie. Si vous prenez la ramipril, les inhibiteurs du ACE, c'est pendant 5 ans 56 malades, et si vous prenez l'empagliflozine, c'est seulement pendant 3 ans 39 malades, et je ne vous demande pas combien il y a de malades de diabète de type 2, 39 malades, 3 ans, et vous sauvez une vie. Donc c'est quelque chose de très important et très significatif, et qui est vraiment quelque chose qu'on doit maintenant avoir dans notre concept. Alors avec tout ça, qu'est-ce que ça a comme impact maintenant sur notre façon de traiter le malade ? La première chose, c'est que le HbA1c, ça reste une priorité et c'est sûr que de vivre longtemps, c'est important, mais c'est aussi important de ne pas être aveugle et puis de ne pas avoir d'amputation. Donc le microvasculaire reste important et ça reste une priorité d'avoir une glycémie bien contrôlée. Le macrovasculaire, ça commence vraiment à être compliqué. Avant, c'était seulement les lipides et puis la pression de la pression. Mais maintenant, on sait justement que on peut obtenir des choses importantes j'en ai pas parlé, mais ça c'est quelque chose que vous savez aussi, en changeant quelque chose dans le style de vie et en ayant une vie saine, mais justement avec des GLP-1 analogue avec des inhibiteurs du SGLT2 ou bien une autre façon aussi de contrôler le poids, c'est la chirurgie bariatrique. Et toutes ces approches, chacune pour elles, ont montré d'avoir une prolongation de la vie et probablement même qu'en les combinant, on fait encore plus. Et la troisième, justement, qui doit être une stratégie thérapeutique en soi, c'est de combattre l'insuffisance cardiaque et de réaliser que beaucoup de nos malades en souffrent. La deuxième chose qu'on a réalisée, c'est que, et ça c'est maintenant depuis quelques années dans les guidelines de l'ADA et de l'ESD, c'est que ce n'est plus pour tout le monde le même but de l'HbA1c. Et si de façon générale on dit, comme l'a dit le référent avant très correctement, que le but est d'avoir moins que 7%, on sait que maintenant c'est différent suivant quel malade on a en face de soi. Si on a un malade jeune qui de façon générale est en bonne santé, alors il est critique d'avoir une très très bonne glycémie, et là je serais un peu plus enclin à aller même un peu plus bas, et il faut essayer d'avoir une glycémie autour de 6,5 avec un HbA1c entre 6 et 6,5%. Et plus le malade est âgé,
plus il y a des comorbidités, moins la glycémie est importante et moins c'est un but en soi d'avoir une glycémie importante. Et c'est même probable qu'avec certains médicaments, et je vais après donner aussi certains arguments pour ça, vous pouvez même faire des dommages. Et il y a certaines études qui l'ont montré qu'on peut faire des dommages. Ce n'est pas seulement que on ne doit pas être le plus bas possible avec un HbA1c, mais on peut probablement même faire des dommages à ces malades fragiles qui ont déjà des maladies cardiovasculaires. Et là, les médicaments qui font des hypoglycémies ne sont pas forcément dans le bénéfice. Et si vous avez un malade qui a, disons, 70, 80 ans, qui a des maladies cardiovasculaires, qui a un HbA1c à 8%, c'est bien, il ne faut pas y toucher. Si vous lui donnez une sulfonyluréa, peut-être que vous allez même lui dommager parce qu'il va faire des hypoglycémies et ce sera pour le point de vue cardiovasculaire plus dommageable que d'accepter son HbA1c. Ou si vous lui donnez des insulines rapides, comme on a entendu, qui font plutôt, ou des insulines mixtes qui font des hypoglycémies, là aussi vous pouvez faire plus de dommages qu'autre chose. Donc c'est important de vraiment ajuster le but de l'HbA1c suivant l'âge et suivant les comorbidités. Et ce qu'on regarde de plus en plus, c'est l'hypoglycémie. Et l'hypoglycémie est certainement aussi dommageable, si ce n'est plus, qu'une glycémie élevée. Et sans vouloir trop m'étendre là-dessus, pensez que le glucose, ce n'est pas seulement un ennemi, c'est aussi le nutrient du cerveau, c'est aussi ce qui donne à vivre aux cellules. Et si vous enlevez ça à un malade, et si vous enlevez ça aux cellules endothéliales, par exemple, eh bien, vous précipitez l'artériosclérose parce que tout d'un coup, il n'y a plus de sucre dans ces cellules. Donc l'hypoglycémie est une priorité première dans le traitement du diabète. Si vous avez un malade qui a une hypoglycémie, d'abord occupez-vous de l'hypoglycémie et après regardez le HbA1c. Je parle surtout du diabète de type 2. Et maintenant, conceptuellement, comment comprendre que tout d'un coup, on a des médicaments qui protègent contre les maladies cardiovasculaires, alors que ce n'était pas le cas, ça n'a jamais été montré avec l'insuline. L'insuline, il n'y a aucune étude qui vous montre que vous diminuez les maladies cardiovasculaires. Et avec les sulfonamide non plus. Ça a été montré qu'on peut améliorer l'HbA1c, comme j'ai dit, c'est important pour les maladies microvasculaires, mais pas pour les maladies macrovasculaires et pas pour l'insuffisance cardiaque. Et s'il y a une chose que je vous conseille de retenir de ma présentation aujourd'hui, c'est ce magnifique papier qui a été publié par Mark Prentke dans Diabète 2015 et qui donne une nouvelle conception de la pathogénèse du diabète de type 2. Et il a fait une réflexion très simple, mais comme toutes les réflexions très simples, c'est les plus justes, qui est la réflexion suivante. Longtemps, on a vu la résistance à l'insuline comme un problème dans le diabète qui primaire est là, de façon secondaire, comme ça a été dit très justement, il y a la cellule bêta qui de moins en moins arrive à compenser pour cette résistance à l'insuline qui fait le diabète. Mais longtemps on disait la résistance à l'insuline, c'est la cause primaire ou le problème primaire du diabète. Et lui, il a inversé la chose. Il a dit, peut-être que la résistance à l'insuline, ce n'est pas quelque chose de mal, c'est quelque chose de bien. Et si on réfléchit, qu'est-ce que c'est la résistance à l'insuline? La résistance à l'insuline, elle est dépendante du poids. Plus une personne est obèse, plus elle devient résistante à l'insuline. Et qu'est-ce que ça veut dire très simplement? Ça veut dire quoi être résistant à l'insuline? Ça veut dire que pour un tissu donné, il y a assez de nourriture qui est dedans. Et tout ce qu'il veut, ce tissu, c'est de se protéger d'une surnutrition. Et plus on est résistant, plus on arrive à éviter que la nourriture entre dans les tissus. Et en fait, si un tissu adipeux devient résistant, c'est parce qu'il y a assez de réserves. Il n'a pas besoin de prendre plus de réserves. Et si vous cassez la résistance à l'insuline, par exemple en donnant des thiazidinediones, eh ben, vous augmentez la prise pondérale et tout médicament qui augmente la sensibilité à l'insuline
augmente la prise pondérale et fait qu'on devient plus obèse. Donc, ce n'est pas forcément bien de casser la résistance à l'insuline parce qu'on devient plus obèse. Et bon, on peut dire si on n'est pas plus obèse, c'est peut-être pas très esthétique, mais enfin bon, c'est pas si grave. Mais si on pense à d'autres tissus, en particulier le cœur est très résistant à l'insuline dès qu'il y a une augmentation pondérale. Et c'est parce que lui ne peut plus travailler s'il y a trop de glucose, s'il y a trop d'acide gras. Et il devient justement résistant. Et c'est la raison pour laquelle il essaie de se protéger. Donc la résistance à l'insuline est en fait une protection contre cet excès de nourriture qui est là. Et c'est probablement la raison pourquoi, si vous donnez certains médicaments, de nouveau comme les thiazolidine, que vous augmentez l'insuffisance cardiaque, parce que vous cassez cette résistance à l'insuline, et le cœur est submergé de nourriture et il devient insuffisant. Et dans l'autre sens, qu'est-ce qui se passe quand on donne de l'empagliflozine dans l'Empareg? À la place de mettre le glucose dans les tissus et de le forcer dans les tissus, on le met dans l'urine et on protège comme ça le cœur. Si vous venez dans un malade qui a trop de glucose et vous donnez encore plus d'insuline en donnant la sulfonylurée ou de façon pas physiologique de l'insuline, vous faites la même chose, vous cassez la résistance à l'insuline et vous intoxiquez les tissus. Et il y a de plus en plus de données qui montrent que les sulfonylamide précipitent aussi l'insuffisance cardiaque. Maintenant, de l'autre côté, vous dites, OK, s'il y a la résistance à l'insuline et puis on ne force pas cette résistance, alors à ce moment-là, on a le glucose qui reste dans la circulation et on a le problème qu'elle va faire l'autre intoxication, qui est l'intoxication microvasculaire. Et c'est le dilemme qu'on avait jusqu'à maintenant avec les thérapies classiques. Ou bien alors, on forçait cette résistance à l'insuline et les malades augmentaient encore plus de poids. Et c'est quelque chose que tout le monde connaît. Quand on commence avec l'insuline, on court après le poids du malade parce que plus on augmente ses doses, oui, on contrôle mieux la glycémie, mais plus il prend de poids. Et avec les sulfonylamides, c'est encore plus grand problématique. Mais si on ne fait pas ça, on a les problèmes microvasculaires. Maintenant, avec ces nouveaux médicaments, on a une meilleure solution. On a la solution justement d'éliminer le glucose et de le mettre dans l'urine ou, encore plus élégant, d'augmenter la satiété du malade. Donc il va manger moins de glucose et d'acide gras, etc. Et il n'aura pas besoin de forcer cette résistance à l'insuline. Et juste pour le dire de façon un petit peu provocative, mais quelque part, on peut voir le diabète contre une protection de la nature contre la surnutrition. Et c'est en fait ça, c'est au départ, le diabète, c'est une réaction physiologique à quelque chose qui n'est pas physiologique, qui est de manger trop. Et je n'ai pas besoin de vous le dire que c'est ça le problème, c'est qu'on mange naturellement trop. Et quelque part, si la sécrétion de l'insuline baisse chez les diabétiques, c'est aussi pour ne pas augmenter encore l'insuline et avoir encore plus de prise pondérale. Et c'est quelque part aussi ce que j'ai maintenant expliqué, quelque part pour protéger aussi, on n'a pas parlé maintenant beaucoup du foie, mais le NASH, c'est tout un problème. Et c'est aussi un excès de nutriments qui entre dans le foie. Et alors pour mettre ça dans un contexte un petit peu général, si on regarde qu'est-ce qu'on fait dans le traitement du diabète de type 2. On a d'un côté justement cet excès de nutriments et puis ça va aller dans le cœur comme symbole de l'organe le plus important pour la survie. Et là-bas, ça va faire un dommage. Et si je mets ici des flammes, c'est parce que, et ce sera dans la deuxième partie de ma présentation, je vais essayer de vous convaincre que là-bas, il y a une inflammation qui est toxique et que cet excès de nutriments fait une inflammation qui est à la fin négative pour le cœur. Maintenant, si on vient avec les médicaments classiques comme avec l'insuline, et surtout je parle quand on vient avec des bolus d'insuline, avec une insuline exagérée,
ou bien sur le lien avec les sulfonamide. Et je suis conscient que c'est un médicament bon marché, je suis conscient qu'on n'a pas toujours le choix, mais si on peut les doser de façon le plus basse possible et le moins possible, je pense qu'on protège justement l'effet secondaire des sulfonamides. Et je dois dire, je viens d'une région du monde très privilégiée. Je donne pratiquement plus à mes malades. Je me souviens plus la dernière fois que j'ai donné un sulfonamide à un malade à cause de ce problème pondéral, à cause de ce problème d'intoxication des tissus et à cause des problèmes d'hypoglycémie. Et on a des alternatives. Un, c'est la metformine. Et qu'est-ce que c'est la metformine? Je veux dire, le metformine, ça c'est le médicament qui m'est le plus sympathique et le plus intéressant de l'histoire de la médecine. C'est que quelque part, on ne le comprend pas vraiment qu'est-ce qu'il fait, mais on sait qu'il le bloque quelque part l'utilisation des nutriments. C'est-à-dire que ça entre quand même dans la cellule, mais les mitochondries sont bloquées et par là, ça baisse aussi l'inflammation. Donc, c'est une forme de protection. Les autres alternatives qu'on a, et ça, je vais en dire encore un tout petit mot, c'est naturellement l'activité civique, sportive, je veux dire, l'activité sportive. Et il n'y a pas de médicament plus efficace que l'activité sportive et dans tout ce qu'on a à donner aux malades, l'activité sportive est la plus attractive. L'autre, c'est les inhibiteurs de SGLT2, j'ai dit, et je ne sais pas comment c'est ici, nous malheureusement, souvent dans les malades, avec tous les efforts qu'on fait, on n'arrive pas à avoir un contrôle suffisant du poids pondéral, et alors on arrive à la chirurgie bariatrique. Très élégant, comme je l'ai dit, c'est justement les inhibiteurs du GLP-1 qui font que ce malade ne mange pas trop, et on évite par cela toute cette cascade que je vous dis. Une autre alternative sur laquelle qui est plus dans la recherche, c'est d'activer les tissus adipeux bruns qui, eux, vont brûler la surnutrition. Et c'est une autre alternative naturellement élégante. À la place d'avoir une intoxication des tissus, des nutriments, c'est de les brûler. Maintenant, vous me direz, c'est un petit peu théorique comment on fait activer le tissu adipeux brun. Là, on est privilégié en Suisse parce qu'on a quelque chose de très simple, c'est le froid. Vous l'avez aussi en Algérie, en tout cas au nord de l'Algérie. Et c'est quelque chose qu'on prend toujours comme désagréable quand il fait froid. Mais quand il fait froid, on brûle aussi un peu plus de calories. Et je conseille à mes malades, au début de l'hiver, de ne pas tout de suite s'habiller plus qu'ils ne devraient et de ne pas tout de suite mettre le gros manteau. Et au début, c'est un petit peu désagréable, mais après, on s'habitue. Et on s'habitue parce qu'on fait des tissus adipeux bruns. Et au bout de 2-3 semaines, on est habitué à une température un peu plus basse. Je conseille aussi de baisser de 1 ou 2 degrés la température de la chambre. Et ça fait brûler beaucoup plus de calories qu'on le pense, le fait de baisser légèrement la température. Et on est tous comme ça qu'au début de l'hiver, on est tous en train de grelotter. À la fin de l'hiver, à la même température, on a déjà chaud parce qu'on est habitué à ça. Je vois que j'avance un petit peu dans le temps. Ce que je vais peut-être faire, c'est, comme j'ai une deuxième chance de présentation, c'est de m'interrompre ici et je présenterai ça après, ou bien je présente maintenant et je parle après un peu moins longtemps. Bon, c'est par rapport à la deuxième communication? Oui. Bon, on préfère en profiter au maximum, mais juste dans la deuxième séance, parce que même ce que vous avez déjà présenté mérite beaucoup de discussion. D'accord, alors on va en profiter ici. D'accord. Voilà.